Le bruit terrassera le monde. C'est ce qu'avait écrit comme une mauvaise prédiction l'écrivain Vladimir Nabokov. C'est peut-être cela qui incite depuis des milliers d'années des dizaines de milliers de pèlerins chaque année à s'élancer sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si rien n'est servi, l'homme qui marche, songeait l'écrivain marcheur Henri Vincenot, quand vous marchez, laissez donc vos pensées prendre la couleur de ce que vous voyez, lui répondait le grand voyageur écossais Robert Louis Stevenson. Alors, quelles sont tout simplement les bonnes raisons pour faire le chemin de Compostelle? Pourquoi pas cet été? Eh bien, tentative de réponse, j'espère en tout cas, dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la grande joie de recevoir mes 3 invités experts en la matière, si j'ai pi dire. Mathilde Giard, bonjour Mathilde. Bonjour. Vous qui êtes journaliste, crapahuteuse, et j'ai envie de dire, en tout cas pèlerine dans son genre, auteur de nombreux ouvrages, animatrice de webinaires, intervenante en école multimédia, on saura presque tout, et donc qui avait fait le chemin de Saint-Jacques en long, en large et en travers, on peut le dire comme ça, et ça continue? Ça continue, oui. Pour Gallimard, cette fois mi-octobre. Voilà, pour un guide de voyage qui sort chez Gallimard. Et là, je me suis attaquée à une voie que je ne connaissais pas, la voie de Tours. Et j'ai marché entre Poitiers et Saintes, même jusqu'à Ponce, pour, je ne sais plus si on dit pont ou Ponce. Normalement, c'est pont. C'est pont, voilà. Attention, on ne rigole pas avec Patrick Tudoret. Non, comme je suis du nord de la France. Et c'est le chemin de Paris. C'est le vulgairement surnommé. Oui, absolument. Oui, j'ai croisé beaucoup de pèlerins qui arrivaient de Paris, qui étaient partis de la Tour Saint-Jacques, etc., voilà. Ou de Notre-Dame de Paris, quand c'était la possibilité de le faire. En tout cas, on avait la possibilité de le faire. Nous sommes donc l'ouvrage, précisons-le, paraîtra en octobre. Attention aux éditeurs qui sont pointilleux, ils ont raison, chez Gallimard, mi-octobre. Mais en attendant, il y a toujours cet énorme ouvrage, enfin, d'un volume certain. Ils ont fait le chemin de Compostelle, sorte de compilation de témoignages, c'est ça, la Martinière. Mathilde, que vous avez pu compiler vous-même, hein, c'est ça? Oui, c'était en 2016. Et c'est ainsi, en 2016. En 2016, c'est ainsi que je me suis intéressée au chemin de Compostelle. Ouais. C'est la Martinière qui m'avait sollicité pour recueillir des témoignages de Jacquet. Et bien entendu, l'envie ensuite... j'ai commencé par écouter les Jacquet avant de m'élancer à mon tour. Les Jacquet qui sont les assidus, les pèlerins au moins d'une fois du chemin de Saint-Jacques, qui ont fait le chemin, même un tronçon, on peut le dire aussi, hein, oui. Un tronçon de Saint-Jacques deviennent des Jacquet. J'espère que Patrick Tudoret ne va pas me contredire, parce qu'on ne sait jamais, avec un puriste comme vous, Patrick Tudoret, si on peut dire, je pense que vous êtes un puriste, vous êtes fan déjà, vous êtes accro, addict, c'est ça, au chemin de Compostelle, on peut le dire? Non, je n'ai pas un tempérament addictif, je le dis dans mon livre d'ailleurs, non. Je ne suis pas dromomane comme Sylvain Tesson se dit être d'ailleurs. Absolument, et il l'assume. Mais je marche beaucoup, ça c'est vrai. Ouais, vous marchez beaucoup. Voilà. La preuve, en marchant tout simplement, il fallait le faire. Le titre de votre ouvrage publié chez Talendier, Petite rhétorique itinérante, qui allie à la fois l'art, la philosophie, l'art de la marche, voilà, les différents arts d'ailleurs. La spiritualité, on l'a même pas nommé sur Radio Notre-Dame et dans En quête de sens, quel comble. En tout cas, un ouvrage à découvrir aux éditions Talendier. Et puis à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques aussi, hein, qu'on peut mentionner chez Salvatore, hein, qui date d'il n'y a pas tant d'années. J'ai donné un texte à la demande de Gaëlle Delabrosse, l'éditrice. Voilà, que nous aimons beaucoup ici dans En quête de sens. Et nous sommes en ligne, ou pas, je ne sais pas, avec Jacques Cloutot, que vous connaissez forcément. Je suis là, ça y est. Eh bien, ça fait tout drôle de vous avoir en ligne, Jacques Cloutot, nous qui avons fait le chemin de Saint-Jacques. On ne peut pas se passer du miam miam dodo maintenant, hein, on est d'accord, vous faites partie du chemin de Saint-Jacques, en quelque sorte, Jacques Cloutot. Oui, vous savez, l'histoire et les hasards de l'histoire et des rencontres nous ont amené ce qui n'était pas du tout prévu à créer 3 ou 4 ans après avoir fait le chemin de Saint-Jacques, ce petit topo guide, voilà. Et puis après, on est pris par ce truc là qui nous prend toute notre vie. Et puis c'est bien, c'est comme ça, quoi. Voilà, notre petite pierre sur le chemin, ça sera de savoir faire des topo guides spécialement pour les pèlerins. Ouais, et alors, peut-être la question, j'ai envie de vous la poser en premier. Je suis désolée à mes 2 invités dans ce studio, mais quand même, vous qui êtes un peu pas le dinosaure du chemin de Saint-Jacques, mais bon, qui connaissait bien, qui l'avait arpenté, qui l'avait presque d'une certaine façon fait baliser. À votre avis, quels sont comment expliquer ce succès quand même des chemins de Saint-Jacques depuis quelques années? On en parlait avec Mathilde Giard, qui a des chiffres qui le prouvent. Chaque année, c'est presque exponentiel ce succès la fréquentation des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Hein. Eh bien, c'est ça. Voilà, nous on le voit simplement de par les chiffres de distribution des topo guides qui effectivement augmentent chaque année d'une manière absolument surprenante.
Je saurais pas l'expliquer. Simplement, je trouve que c'est un pied de nez extraordinaire à tout ce qu'on raconte dans le monde depuis des décennies. Le chemin de Saint-Jacques, en fait, c'est un truc qui sert absolument à rien. Vous avez des gens qui partent à pied avec un sac à dos qui est lourd, et ils sont en train de transpirer, et ils marchent vers le bout de la Galice, là-bas. Ils savent pas trop pourquoi, mais quand ils reviennent, ils ont des étoiles dans les yeux. Ouais. Et c'est un pied de nez magnifique à tout ce qui est utile, si vous voulez. Le chemin de Saint-Jacques ne sert à rien, mais il donne du bonheur aux gens. Et bien ça, c'est bien de temps en temps de se dire qu'il n'y a pas que l'argent, qu'il n'y a pas que la technique, qu'il n'y a pas que l'utilité, qu'il n'y a pas que la réussite. C'est juste le bonheur simple. Alors, je crois qu'il n'y a pas de définition à ça. Ça existe, c'est tout. Ouais, le Miam Miam Dodo, aux éditions du Crayon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un peu... ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire le Miam Miam, toutes les bonnes adresses que vous compilez depuis des années, qui est réédité chaque année, c'est un vrai travail, Jacques Loutot avec votre épouse, là où on peut se restaurer, acheter de la nourriture et dormir, puisque c'est l'essentiel du côté matériel que comporte le chemin de Compostelle. Le reste, on s'en occupe pas, on vide son sac, on s'allège. Mathilde Viard, c'est vrai que c'est quand même étonnant, à une époque où on est au contraire, vous voyez, regardez, on clique sur son smartphone et hop, on a ce qu'on veut presque dans la minute. C'est quand même très paradoxal, cette histoire. Oui, et je pense que c'est vraiment l'une des clés de l'explication. Ça fait pas des décennies et des décennies. Enfin, l'augmentation, c'est depuis 90-2000, donc ça fait 20 ans. D'accord. Et c'est avec l'essor du numérique et d'être toujours tous sur sa tablette, sur son téléphone. Et j'ai interviewé des jeunes. Avant, j'interviewais surtout des seniors. Bon, la moitié des personnes qui marchent sur le chemin de Saint-Jacques sont encore un cap. Encore aujourd'hui, c'est à peu près. Il y a eu une étude qui est sortie, l'agence de Compostelle. C'était une première qui est sortie l'année dernière, et c'est à peu près 50% sont des retraités. Mais là, ces derniers temps, j'ai rencontré de plus en plus de jeunes, dont un Charles qui faisait le tour du monde, etc., qui utilisait le terme. Il a l'impression de s'être mis sur reset. Enfin, voilà. Donc on reprend les termes réinitialisation. Réinitialisation, et c'est aussi un sevrage par rapport à l'ordinateur, à être tout le temps connecté, où là c'est donc de dire que ça sert à rien, je suis pas vraiment d'accord avec monsieur Plutôt, monsieur Miam Miam Dodo, voilà, qui est vraiment effectivement une bible quand je pars, je l'ai toujours autant. Quand on l'oublie, on est mal. Ah oui, non, vraiment merci Miam Miam Dodo quand on est sur le chemin. Donc voilà, c'est un espace où on se déconnecte, et c'est un des rares espaces. Et autre chose que je voulais mentionner, quelqu'un que je suis depuis longtemps, qui est un ancien patron de chez Sodexo, qui repart marcher, qui a fait plein d'autres chemins, dit toujours Saint-Jacques. Il y a vraiment quand même c'est un espace à part. Il y a une vibration tellurique. On a vraiment l'impression de marcher dans les pas de milliers de pèlerins avant nous. Mais il se passe quelque chose qui vous transforme. Alors de là à dire, parfois on parle de la magie du chemin. Enfin, on dit que ça suit la Voie lactée. Enfin, c'est un espace précieux à part dans notre monde complètement connecté qui va très vite. Complètement, j'ai cru que vous alliez complètement fou. Mais oui, donc connecté, Patrick Tudoret, quelle est votre vision des choses? Une itinérance. Je pense que quand M. Cloutot parle d'inutilité du chemin et de Compostelle, mais je pense qu'il a raison, parce qu'il évoque l'inutilité parfaite que peut avoir l'art, par exemple. L'art se définit justement parce qu'il est inutile, et la marche, certains le définissent comme un art. Moi, je parlerai même d'un art martial interne à la fin de mon livre. Un art martial interne. Un art martial interne, un peu comme le tai chi, puisque ça met en mouvement tout ce qui est du ressort du tai chi. D'ailleurs, c'est l'énergie, c'est l'élan, c'est la maîtrise du corps, la tension, la méditation. Donc finalement, ça répond à tout. Finalement, à tous ces critères. Donc l'inutilité de la marche, oui, sur le plan effectivement de cette rupture fondamentale avec tout ce qui est utile, avec l'utilitaire, avec la matérialité. Il faut bien quand même le dire, ce monde, en tout cas nos sociétés occidentales, sont d'une obscène horizontalité. C'est d'une platitude. Si le monde est enflé de quelque chose, c'est de son propre vide. Donc là, il y a vraiment une demande. L'air du vide, comme disait l'autre. Exactement. Et donc là, je crois qu'il y a un appel d'air très important. Et Compostelle, le succès de Compostelle, à mon avis, répond à ça. C'est-à-dire ce besoin de transcender cette pesante horizontalité matérialiste, ce rassasiement du ventre perpétuel. Voilà. Les êtres consommateurs et consumés.
par là même, eh bien, ça leur permet d'aller vers un peu plus de verticalité, de s'exaucer au-dessus d'eux-mêmes et d'aller vers un plus grand qu'eux. Et moi, quand Jacques Lousteau disait que les gens se complaçaient sur le chemin ne savaient pas trop où ils allaient, moi j'en connais beaucoup qui savent pertinemment où ils vont. Et ils vont effectivement vers un plus grand qu'eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, puisque si l'homme ne se donne pas un plus grand que lui-même, après, il peut l'appeler comme il le souhaite. Ouais. Hein, mais là, on entre dans le domaine de la spiritualité. Ouais. S'il ne se donne pas un plus grand que lui-même, il verse dans ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire la démesure, la vanité fondamentale qui fait que, que des guerres éclatent, que le monde est un bouleversement un chaos permanent et un chaos assez, oui, comme disait Hegel, hein, les périodes de paix sont les pages blanches de l'histoire. Donc voilà, la paix n'intéresse pas l'histoire. Ce qui intéresse l'histoire, c'est la guerre. Et la guerre est la plus naturelle qui soit à l'homme. Donc, mais ce qui n'interdit pas de vivre des petites guerres intérieures. Jacques Lousteau, ça j'imagine que vous l'avez vécu il y a quelques années. Vous qui avez continué pendant des années à arpenter ces chemins de Saint-Jacques, seul ou avec votre épouse, je ne sais pas exactement la précision. Avec mon âne. Avec votre âne. Il s'appelle Ferdinand, c'est ça ? C'est vrai. Il s'appelait Ferdinand. Il s'appelait. Ouais. Il est mort ? Ouais. Il est parti vers de vertes prairies. Ah, écoutez, et on lui souhaite bon repos. Et effectivement, vous êtes d'accord avec cela, Jacques Lousteau, il reste toujours quelque chose. Il reste quelque chose d'immuable au fond sur le chemin de Saint-Jacques que nous perdons, nous, dans nos sociétés extrêmement, effectivement, un peu obsédées par la consommation, la course après la montre, etc., etc. Finalement, c'est quelque chose d'immuable, cette lenteur, que l'on cherche ou pas, que l'on sache pourquoi on est là ou pas. C'est vrai que parfois, c'est assez... Marie-Gère pourra nous confirmer aussi, mais il y a des personnes qui partent avec une idée très précise et d'autres sans aucune idée. Moi, personnellement, en 2014... c'était sans idée du tout. J'en ai marre, je pars, mais c'est tout. Mais parfois, il y a des personnes aussi qui savent exactement, elles prévoient, etc. Il y a plusieurs façons de faire le chemin de Saint-Jacques, Jacques Lousteau. Alors oui, c'est pour répondre un tout petit peu, une toute petite parenthèse avant de parler d'une question comme ça. Je vais aller dans le sens là, de mes deux collègues. On retrouve sur le chemin de Saint-Jacques, même si on le cherche pas, on le trouve tout de suite dès les premiers jours de la marche, la simplicité. Je vais vous donner une anecdote. Je viens de passer, dans le cadre de mes multiples activités, je viens de passer une bonne demi-heure à essayer de dédouaner un document pour une marchandise qui vient du Royaume-Uni. Je n'y comprends rien. Je suis même pas sûr d'avoir fait le boulot. Tout ça pour un rouleau de tissu. Et sur le chemin de Saint-Jacques, ce genre de conneries n'existe plus. Votre souci, c'est juste un petit morceau de chorizo, une pomme, un petit café si vous avez la chance d'en trouver. Et avec ça, vous êtes complètement et parfaitement serein. Ça vous remplit la vie, ça vous suffit. Et l'autre point aussi qui est très important et que tous les gens soulignent à leur retour, ce sont les rencontres. Alors, les rencontres en dehors de la transcendance, simplement les rencontres humaines. J'ai souvent entendu parler des gens qui m'ont dit « Je n'ai jamais rencontré autant de gens, là, en l'espace de mes 2 mois, j'en ai rencontré plus, pendant ces 2 mois que dans tout le reste de ma vie. » Ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on parlait de paix et de guerre. On a l'impression, sur le chemin de Saint-Jacques, d'un immense espace de paix, de gentillesse et de fraternité, où les choses simples servent de base et de structure à ce chemin qu'on parcourt. Et lorsqu'on en revient, je pense que beaucoup de gens sentent un apaisement absolu, une paix intérieure, je pourrais appeler ça. Toute agressivité a presque disparu. Puis on n'a plus envie de ça. On a envie simplement de donner de l'amour, de donner de la gentillesse, de donner de la sympathie, de donner de la simplicité et de faire que les rapports humains à tous les niveaux, que ce soit avec les voisins, les enfants, les conjoints, etc., redeviennent plus simples, plus cordiaux, plus chaleureux. C'est sûr que là, on s'éloigne. Votre deuxième question, je ne me rappelle plus ce qu'on me demandait. Non, que les motivations peuvent peut-être évoluer aussi avec les années, le contexte social, les tensions. En fait, chacun a un peu sa raison, sa bonne raison. Parce que la question de l'émission est quand même quelles sont les bonnes raisons. En fait, elles sont innombrables. Elles sont même peut-être infinies, ces bonnes raisons de faire le chemin de Saint-Jacques, Jacques Lousteau. Est-ce qu'on le sait vraiment lorsqu'on part ? Je sais pas. Est-ce qu'on le sait J'ai plutôt l'impression qu'à l'arrivée, lorsqu'on est à Saint-Jacques, je conclurai plutôt comme ça, moi, oui, que
c'est à l'arrivée, on ne sait pas trop pourquoi on est parti, mais quand on est arrivé là-bas, on se dit, voilà ce que je viens de vivre m'a éclairé sur ce que je ne veux plus faire de ma vie. C'est joli cette phrase. Je ne sais pas ce que je veux, mais en tout cas, je sais ce que je ne veux plus de ma vie. Mathilde Giard, c'est quelque chose... Pardon, Jacques Plutot, excusez-moi, je vous laisse terminer. Ouais, non, je vous en prie, allez-y. Mathilde Giard, c'est quelque chose qu'on vous dit souvent, ça, c'est quelque chose, une parole qui revient, c'est-à-dire on change vraiment quand on... Même après un tronçon, hein. Même après un tronçon, on change. On change, on revient en paix. Et en fait, quand vous posez la question de savoir si les motivations évoluent, c'est juste parce que, justement, l'été dernier, j'ai interviewé un étudiant, Gabriel, de 20 ans, de Melun, qui est parti tout seul. Et qui dit, il m'avait dit une phrase très jolie, le chemin est vivant, il prend et il donne, on s'y décharge de nos émotions et on y retrouve la confiance. Et lui-même, c'était une des victimes du confinement, la crise du Covid. Il était étudiant, il était complètement ramassé la petite cuillère, il savait plus ce qu'il voulait faire, il a arrêté, il a changé, il a arrêté ses études et il avait un panneau. Apparemment, il se trouve qu'à Melun, en région parisienne, il y a un panneau qui indique Saint-Jacques-de-Compostelle avec le nombre de kilomètres. Donc, quand il allait au lycée, il le voyait sans vraiment y penser. Et là, il s'est dit, il a préparé son sac à dos et il est parti tout seul, mais 20 ans, et il est allé jusqu'au bout, il a rencontré des gens de toutes les générations. Mais voilà, donc ça répond aussi chacun, effectivement, on se cherche, on cherche la paix, mais aussi ça donne une clé par rapport aux doutes d'aujourd'hui, au contexte actuel. Donc, à l'isolement, à la solitude qui a été tellement mise en exergue par ce confinement épouvantable pour les jeunes et aussi les moins jeunes. On a beaucoup parlé des ravages sur toutes les générations confondues de toute façon. Eh bien, je vous propose de continuer cet échange, si vous le permettez, juste après cette petite page en couleur. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans cette émission En quête de sens, spéciale Saint-Jacques-de-Compostelle, en cette veille peut-être de départ en vacances, vous qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame. Quelles sont donc les bonnes raisons pour faire le chemin de Compostelle? Nous en parlons avec monsieur Miam Miam Dodo, Jacques Plutot qui est en ligne avec nous, Patrick Dudoret qui a écrit notamment à Compostelle, hommage au pluriel au chemin de Saint-Jacques chez Salvatore, et puis également le dernier ouvrage que j'ai dans la main, J'en perds mon latin en marchant, petite rhétorique itinérante chez Talandier qui donne vraiment envie de s'élancer. Nous entendrons les petits oiseaux de chez Jacques Plutot et nous sommes enfin en compagnie de Mathilde Giard qui est journaliste indépendante et qui s'est intéressée elle aussi de près au chemin de Saint-Jacques. Elle arpente en long, en large et en travers. Ils ont fait le chemin de Compostelle, ouvrage qui est sorti en 2016 à la Martinière, et puis guide chez Gallimard sur Compostelle qui sortira mi-octobre. Donc elle connaît la chanson, Mathilde Giard. Voilà, nous voilà de retour. Effectivement, nous évoquions ces bonnes raisons. Quelles sont-elles? Elles sont bien variées. Patrick Dudoret, vous, quand vous avez fait la première fois un bout du chemin de Saint-Jacques, vous nous expliquez qu'effectivement, quand on n'a pas la chance d'être soit retraité, soit étudiant, un petit peu en année sabbatique, vous et moi, et même Mathilde, on peut se limiter, on peut se borner qu'au tronçon, sauf quand on est au chômage, évidemment. Mais d'une certaine façon, alors c'est différent, c'est frustrant, mais c'est riche. Bien sûr, ne faire qu'un tronçon ou quelques-uns les aligner et ensuite en faire d'autres. C'est comme un film, le tournage d'un film ne se fait jamais de manière chronologique. Et ensuite, le montage remet tout ça dans l'ordre. Là, c'est pareil. On peut même commencer par la fin si on en a envie. Pas tout à fait quand même, parce que faire les 100 derniers kilomètres au début, c'est un peu tard quand même. Voilà. Cela dit, on a la Compostela si on a fait les 100 kilomètres. Donc, mais bon, c'est tricher quand même. Oui, c'est tricher avec la morale des marcheurs quand même. Ça ne va pas. Donc, moi, je voulais juste dire que revenir un petit peu à ce qu'on disait avec les années Covid, effectivement, en fait, la marche, au sens le plus global, et le chemin de Compostelle, c'est exactement l'inverse du confinement. C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans l'élan, on est dans le mouvement, alors que le confinement nous obligeait justement à être reclus, et qui a été d'ailleurs bénéfique, je pense, à certains égards, à mains égards, parce que ça a permis de renouer avec la lecture, les librairies se sont bien portées, etc. etc. Bon. Mais en tout cas, ça a ouvert les portes, et ce qui explique d'ailleurs cette espèce d'engouement là, démultiplié encore maintenant, parce que moi j'ai dit il n'y a pas longtemps pour une émission de France 3, je parlais de plus de 300 000 pèlerins par an. Ouais. Mais Mathilde me dit que c'est plus de 400 000. Donc 438 323. Voilà, donc c'est impressionnant. Impressionnant. Les chiffres augmentent d'une manière J'aurais insensée. pu dire centaines de milliers, j'ai fait une erreur dans mon introduction. Absolument. Centaines de milliers. Et ça fait même un peu peur parce qu'il y a des moments, si on prend de juin à septembre,
les chemins sont encombrés pour ceux qui, en tout cas les grandes voies, c'est pour ça qu'il y a des chemins de traverse, comme on dit. Mais on risque effectivement de ne pas trouver peut-être la solitude recherchée. Il faut le faire en mars dans ces cas-là. Faut partir en mars. Après, moi, il y a le héros de mon roman, L'homme qui fit le Nobel, qui a été d'ailleurs à l'origine de ce livre, puisque c'est un roman qui a connu un joli succès, qui est paru chez Grasset, ensuite en poche. Et L'homme qui fit le Nobel, eh bien, lui part, parce que on lui donne le Nobel qu'il ne veut pas, il voit ça comme une vanité insondable, et lui, tout ce qu'il veut, c'est renouer avec sa femme, morte 5 ans auparavant, et donc il s'enfuit, et il se retrouve sur les chemins de Compostelle complètement par hasard, du côté de Conques, et évidemment, au moment de l'annonce du Nobel, c'est-à-dire au mois d'octobre. Alors, il fait le chemin d'octobre à Noël, en quelque sorte. Donc, c'est peut-être la meilleure période, mais mon Dieu, quelles conditions, quoi. Ouais. Donc, il y a des gens... Alors là, évidemment, on trouve facilement de la place dans les dortoirs, on trouve facilement de la place sur les hébergements. Sauf qu'ils ne sont pas fermés. Mais il y en a plein qui sont fermés. Il y en a plein qui sont fermés, et des chemins qui sont, avec la neige, qui sont impraticables, qui ne sont pas déblayés. Ouais. Donc, effectivement, ça court généralement jusqu'à novembre, à peu près. Faire le col de Roncevaux, par exemple, en plein décembre. C'est fermé. Bonjour. Donc, et puis en plus, la voie de le col du Bidart est fermée. Moi, j'avais une dernière question pour Jacques Leteau. Je crois qu'il va nous quitter dans quelques instants, cher Jacques Leteau. C'est vrai qu'il y a beaucoup, vous savez, cette polémique, cette espèce de dilemme sur le chemin de Saint-Jacques. Faut-il réserver ou pas? C'est la question qui tue. Normalement, on dit que le chemin de Compostelle exige, d'une certaine façon, que nous fassions confiance au chemin et que nous ne réservions pas. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Aïe. En fait, il n'y a pas de réponse là non plus. Ouais. Il y a des périodes où, malheureusement, si on réserve pas, ça va mal se passer, puisque vous allez arriver dans un village et tous les hébergements vont être complètement pleins et vous savez plus quoi faire. Là, vous êtes à pied, tout est plein partout. Soit vous prenez un taxi pour aller à Rodez à 30 km pour dormir, mais ça vous casse votre chemin, évidemment. Soit vous dormez dans la paille si vous trouvez une grange, mais il n'y a plus de grange à paille maintenant, c'est des roundballers. Donc on dort mal sur une roundballe. Ou alors vous avez la chance d'avoir une petite tente, puis vous allez bivouaquer dans un porche d'église ou de chapelle. Il n'y a pas de réponse à ça, en fait. C'est très compliqué. Il y a des périodes où vous pouvez ne pas réserver sans aucun problème. Et puis il y en a d'autres où malheureusement l'engouement du chemin fait que il y a des groupes aussi constitués aujourd'hui là, qui sont des groupes organisés où là, tout est réservé d'avance, tout est bloqué. C'est terrible un petit peu quand même, mais en même temps on les comprend. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, Mathilde Giard. C'est vrai que moi en 2014, c'est encore une époque où on pouvait ne pas réserver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu différent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez fait encore le chemin récemment? Moi je l'ai fait là au mois de mai sur une voie très peu fréquentée, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Mais je dirais, alors parce que justement je fais parfois des cahiers pratiques, c'est bien de réserver la première nuit et trop réserver ensuite. La plupart des personnes qui témoignent disent ils se sont retrouvés un peu coincés. Je me souviens d'une Marie-Julie qui avait tout programmé, qui n'avait pas entendu parler du fameux refuge du sauvage et qui était très frustrée de ne pas pouvoir ralentir ou accélérer pour y dormir. Donc, et puis... oui, non, je pense que... Moi, je trouve que c'est bien de réserver en milieu d'après-midi quand on sait à peu près. Ah, mais c'est ça, c'est le jour même. Voilà. En fait, voilà. Et donc, il y a un autre qui, lui, effectivement, au début, il réservait 2 jours avant. Et progressivement, ceux qui font vraiment tout le chemin sur 2 mois, ils ont l'application Miam Dodo. On en a mis grand bien. Comme il s'allège, on allège son sac à dos. Alors, hop, on envoie le guide, l'ouvrage par la poste. Et il me disait l'application Internet, géniale aussi. Et effectivement, les gens réservent le matin ou l'après-midi, voilà. Mais pas... tout forcément planifié trop long, 6 jours, 7 jours à l'avance, parce qu'on va être fatigué, on va devoir s'arrêter. Et Patrick, vous êtes plutôt en mode je réserve ou je réserve pas? Qu'est-ce que vous faites, vous? Je vous imagine mal réservé en même temps. Je sais pas. J'imagine peut-être. En fait, moi, ma femme, dans son anglais, puisqu'elle travaille beaucoup en anglais, me traite de control freak, c'est-à-dire vraiment le malade du contrôle. Donc, mal barré sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, quand on prépare, là, par exemple, on prépare pour le mois d'août, on va aller marcher à Taïwan. Vous voyez, donc c'est assez loin du chemin, mais c'est une île, c'est la Formose des Portugais au départ, c'est une île absolument magnifique. Et donc, je balise assez. Après, sur le chemin, effectivement, là,
il vaut mieux être dans une sorte d'équilibre, dans un entre-deux, en fait, comme vous disiez, se laisser un peu de marge, parce que sinon c'est compliqué, on est très vite contraint, comme le disait Mathilde, c'est-à-dire qu'à un moment on s'aperçoit qu'on marche plus vite qu'on ne le pensait, qu'on peut atteindre finalement tel endroit qui serait beaucoup mieux, ou le contraire. On est fatigué. Voilà, et c'est vrai que là, il peut y avoir des contraintes un peu rudes, à la fois pour le corps, pour le moral, pour plein de choses. Donc je serais moi volontiers pour un entre-deux, c'est-à-dire peut-être réservé au début, puis après voir un petit peu comment on sent le chemin, comment les choses s'agencent, et puis s'y adapter, puisque on fait pas le chemin, c'est lui qui nous fait. Donc, une fois de plus. Voilà. Moi, j'aime beaucoup votre petite citation de Antonio Machado dans votre livre, dans le chapitre consacré à l'esprit de la marche entre mystique et foi. Voyageur, le chemin, c'est la trace de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin. Non, le chemin, c'est ce que disait d'une certaine manière. Il n'y a pas de chemin pareil. Et puis en plus, c'est ce que disait cet immense écrivain André Suarez, qui disait le voyageur est ce qui importe le plus dans le voyage, et on pourrait dire le marcheur est ce qui importe le plus dans la marche. Et il disait tant vaut l'homme, tant vaut l'objet. Et évidemment, ça n'est jamais que nous véhiculons. Et c'est pour ça que lorsque on estime finalement qu'au bout d'une certaine marche, ça a été décevant, c'est nous qui sommes décevants, tout simplement. C'est pour ça qu'espérer l'herbe le plus verte un peu plus loin, non, ça n'est jamais que nous allons retrouver. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré, je l'ai dit dans le livre, que le paysage intérieur est encore plus important que le paysage extérieur, et qu'il doit y avoir une harmonie entre les deux. Mathilde Giard, c'est vrai que c'est assez étonnant les témoignages qu'on a pu entendre sur le succès du pèlerinage de Chartres cette année. Il y avait beaucoup de jeunes qui disaient que le monde était trop facile, et cette notion de difficulté qui est remise à l'honneur, semble-t-il, et qui s'exerce forcément, qui implique la marche au long cours, donc le pèlerinage, ou même la randonnée qui cartonne également de son côté. Ce rapport à la difficulté, à la contrainte, peut-être à la difficulté, est intéressant, parce que ça représente aussi une partie de la vie, quand même aussi, le côté réaliste de la vie, qui tente les jeunes, peut-être. Point d'interrogation, je m'interroge, je ne sais pas. Se confronter aux éléments, vivre un petit peu dans une certaine forme de risque. Vivre l'aventure, into the wild. Oui. De cet ordre-là, quoi. Oui, et c'est vrai qu'aussi, là, même toute génération confondue, ça commence les 3 premières semaines, les 15 premiers jours, les 3 premières semaines sont souvent les plus dures. On se fait mal aux genoux, on se fait mal aux pieds, le corps doit s'adapter. Et je me souviens encore d'un témoignage de Charles. Au bout de 3 semaines, il se réveille et il en a bavé. Tout d'un coup, il se sent extrêmement léger et ça y est, il est transformé. Donc effectivement, c'est imparable. On commence par en baver. Alors de là à vouloir dire on est un peu maso, on a envie d'en baver, non mais je comprends bien. Vous voyez le rapport, ils le disaient eux-mêmes, les témoignages de jeunes qui n'avaient pas forcément dire derrière. Oui, c'est particulièrement intéressant parce que on vit quand même aujourd'hui dans nos sociétés un peu favorisées, c'est le moins qu'on puisse dire, privilégiées, les gens l'oublient trop souvent, malheureusement. On vit une sorte de crise de la responsabilité, ça on le sait, c'est malheureux pour la démocratie malheureusement, mais une grosse crise aussi du courage. Vous vous souvenez du fameux discours de Solzhenitsyn à Harvard, ça date de 78 je crois, où il disait voilà, ce qui me frappe c'est le manque de courage dans vos sociétés occidentales. Parce que évidemment le confort, le bien-être c'est permanent, et les jeunes ont été élevés dans on appuie sur un bouton d'électricité, la moindre chose est facile, finalement, est facilitée, même si je ne nie pas qu'il y ait encore évidemment de la pauvreté et plein de choses. Mais aujourd'hui, les choses sont extrêmement facilitées. Et ce besoin peut-être de renouer avec un certain courage, il ne faut pas oublier que le mot courage vient du mot cœur, le cœur. Ça vient du cœur, ça vient vraiment du plus profond. Eh bien, renouer avec ce courage, ça me paraît... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit quand même majoritaire, malheureusement, j'aimerais bien. Mais vouloir renouer avec le courage, c'est quand même une prise de conscience qu'ils sont des enfants gâtés, quoi. Et qu'il faut un petit peu se botter les fesses, tout simplement, et pour aller vers des choses un petit peu plus complexes et se mettre à l'épreuve. C'est peut-être par hasard, d'ailleurs, que vous disiez tout à l'heure, Jacques Cloutot, qui est toujours avec nous, je crois, que le cœur était autant à l'honneur dans les relations. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de l'absence... en règle générale, des tensions de la ville, quoi. On voit même aujourd'hui, ça atteint des proportions incroyables, des meurtres dans le train parce que un avait fait trop de bruit et l'autre, bon bref, vous voyez de quoi je parle. Sur le chemin de Saint-Jacques, on ne demande même pas d'ailleurs aux personnes ce qu'elles font, mais plus ce qu'elles sont, en fait, où elles en sont dans leur vie. Le cœur semble à l'honneur finalement dans
C'est un peu la ligne rouge, le fil rouge de ce chemin depuis qu'il existe, au fond, Jacques Loutot, non? J'ai l'impression, en vous entendant tous les trois. Alors, si je dois répondre à cette question, oui, c'est évident. On se retrouve là dans un chemin, on est tout nu en fait. Hein. On est tout nu, quel que soit le travail qu'on fait, quelle que soit l'épaisseur du compte en banque. On a juste un sac à dos, une paire de godasses dans les pieds et 20 km à se palucher pour arriver jusqu'au gîte. Et quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut y aller si on a réservé. Et on est dans cet état un petit peu de nudité, de fragilité. Et je pense que, mais sans s'en rendre compte, hein, c'est tout à fait subtil, mais tout le monde le sait, c'est un chemin où il y a beaucoup de confidences, où tout d'un coup vous avez quelqu'un qui s'arrête à votre hauteur, il est midi, vous allez partager votre bout de saucisson et vos 2 pommes, et puis tout d'un coup, mais très rapidement, la conversation va partir dans les confidences, parce qu'il y a aussi beaucoup de douleurs sur ce chemin. Il y a des gens qui portent des douleurs, qui portent des deuils, qui portent des licenciements, qui portent des enfants disparus, qui portent des situations familiales difficiles. Et là, sur ce chemin, on a tous l'impression, on a envie d'en parler quelques fois, d'autres fois pas, mais si tout d'un coup la conversation se met, j'aime pas le mot déraper, mais se met à évoquer ces choses tout à fait personnelles, elles vont être écoutées, elles vont être entendues, elles ne vont pas être jugées. Ça m'est arrivé personnellement, moi j'ai des souvenirs magnifiques. Quand je dis magnifique, c'est dans la beauté de la conversation sur des sujets que ces gens-là n'auraient jamais évoqués dans la vie courante avec des amis autour d'un café ou d'un apéritif. Je vais citer un exemple, ça sera le seul que je citerai, les autres c'est trop personnel. Je dormais dans un gîte, c'était une des seules fois où je me suis arrêté dormir dans un gîte parce que je préférais dormir en bivouac en pleine forêt sous ma petite tente avec mon bourricot à côté. Et là, il pleuvait des cordes et j'avais été gentiment accueilli dans ce gîte quelque part dans la Margeride. Et il n'y avait pas de place, mais bon, la dame a sorti un matelas et puis on a dormi dans la cuisine. On était deux pèlerins en fait à dormir dans la cuisine entre les pieds de la table. Et paf, la lumière s'est éteinte et l'homme qui était à côté de moi, que je ne connaissais absolument pas, s'est mis à évoquer un enfant disparu. Pour lui, pour moi, j'en sais rien, mais il s'est mis à parler de cet enfant dans le noir, sans même s'adresser à moi. Et il y avait une force, il y avait une émotion dans le fait qu'il se confiait à moi, qu'il se confiait à la nuit, qu'il se confiait à Dieu, dans cette douleur qui l'étreignait depuis des années. Et le fait, je pense, qu'il ait pu enfin en parler a fait que, je ne sais pas si le poids était moins lourd le lendemain, mais certainement que ça l'a soulagé un petit peu. Et je garde toujours en moi ce souvenir avec beaucoup d'émotion. Cet homme s'est libéré de cette douleur épouvantable sur le chemin de Saint-Jacques en parlant avec quelqu'un qu'il ne connaissait absolument pas quelques minutes avant. L'un des trésors du chemin, finalement, ce que vous êtes en train de nous raconter. Merci, Jacques Loutot, Patrick Tudoret, Mathilde Giard. Eh bien, je vous propose d'entendre un écho du rayonnement, finalement, qui plane sur ce chemin depuis des lustres, grâce aux frangines et cet hommage à la route en général, que nous entendons tout de suite. À tout de suite, justement. La douce et vive voix de ces frangines, qui nous emmènent finalement sur le chemin de Saint-Jacques, notamment sur les chemins en général, sur la route en tout cas. Ça date d'il y a quelques années, mais ça n'a pas pris une ride. Merci à elle. Jacques Loutot est avec nous, Monsieur Miam Miam Dodo, le livre, la Bible magique dont on ne peut se passer. Autrefois, on déchirait les pages parce que c'était tellement lourd. Vous vous souvenez, Mathilde, on déchirait les pages au fur et à mesure du chemin quand on n'avait plus besoin de l'étape de la veille. Très symbolique, évidemment. L'application maintenant existe, donc ça allège le sac à dos. Patrick Tudoret est également avec nous, auteur de notamment À Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques-les-Salvatores, et puis En marchant, petite rhétorique itinérante à lire, pourquoi pas pendant le chemin, mais surtout avant ou après, aux éditions Talendier. Alors, Hommage à Compostelle, c'est un livre collectif, bien sûr, donc j'ai donné un texte, mais il y a votre texte coécrit. Voilà, il y a Ruffin, il y a même Martin Sheen qui a fait le fameux film The Way, etc. Oui, vous êtes très nombreux auteurs à avoir participé à cet ouvrage. Mathilde Giard est enfin avec nous, journaliste qu'elle est, qui raconte régulièrement les chemins de Saint-Jacques, en particulier en ce moment pour Gallimard, la voie de Tours, la Via
Turonensis, pardon. J'allais dire Tourosa, qu'est-ce que je raconte ? Au secours, mon latin prend des rides pour le coup. Et puis qui avait surtout écrit ce magnifique ouvrage paru chez La Martinière il y a quelques années. Ils ont fait le chemin de Compostelle. C'est vrai que c'est toujours intéressant quand on hésite à commencer le chemin de Saint-Jacques, de lire un petit peu quelques ouvrages, des témoignages notamment, de personnes très différentes qui ont fait ce chemin. Alors merci infiniment Jacques Cloutot de nous avoir livré un petit peu ce si joli souvenir qui est si représentatif au fond de ce qui se passe à travers cette marche, notamment cette marche de Compostelle qui est particulière, qui ne ressemble à aucun autre itinéraire, Patrick Tudoret. Ça vous a beaucoup touché ce qu'a raconté Jacques Cloutot? Oui, absolument, parce que je ne puis qu'approuver ce qu'il a dit, évidemment, sachant que moi je vois dans la marche, au sens plus général, et Compostelle évidemment, un puissant dissolvant d'inégalité. Moi j'ai jamais eu l'esprit de caste ou de classe, et c'est vrai que quand on marche, à la limite, on peut marcher avec des baskets, on marche avec un jean, parce que c'est un peu mieux quand même pour la décence, et puis un t-shirt. Voilà, moi je règle un peu leur compte dans mon livre aux trekkers bardés d'équipements très chers, qui ont un bilan carbone épouvantable et qui vont au bout de la planète. Cela dit, je vais le faire en août, mais je vais aller loin. Mais cela dit, voilà, c'est espèces de trekkers qui vont au bout du monde pour pouvoir dire au bout d'un selfie, je l'ai fait. C'est pas ma conception de la marche. Moi j'ai une conception. Patrick. Oui. Patrick, pouvons-nous reprendre dans le Nien Dodo ce merveilleux texte que vous venez de dire, un puissant dissolvant d'inégalité? Est-ce que l'autorisation est donnée? Écoutez, je la donne et c'est même gratuit. L'édition 2024. Magnifiquement joli. Parce que vraiment, moi, je crois profondément à ça. Et on parlait des rencontres évidemment et du magnifique témoignage que vous venez de nous partager avec nous. Il y a vraiment là quelque chose. Moi, ça me fait penser à Paul Ricoeur, qui est ce philosophe chrétien qui disait le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre. Voilà, tout simplement. Et les Compostelle et la marche, essentiellement, ce sont les rencontres. Et ça, Jacques Cloutot l'a parfaitement dit. Ouais. C'est juste, Mathilde Giard, vous pouvez pas dire le contraire, j'imagine à cela, on est d'accord. On est complètement d'accord. De confidence, comme le disait Jacques Cloutot. Oui, les masques qui tombent et chacun on parle vrai. Effectivement, on est tous avec le même. Alors même si sur le chemin il n'y a pas trop de panoplie. Enfin, si on les appelle les Quechua, certains, parce que c'est un surnom. Je pense plutôt aux trekkers qui vont dans au long cours, les hauturiers comme je les appelle. Mais il y en a un petit peu quand même. Voilà. Dans mon roman, par exemple, je me moquais un moment d'une espèce de troupe comme ça qui marchait comme des Robocop. Et mon héros tente de les suivre et au bout de 3 km, il s'aperçoit que il est sur les rotules et c'est pas la peine, quoi. Une espèce de volonté d'accomplir un exploit physique avant tout. Voilà. Alors intéressante motivation, peut-être récente. Je ne sais pas si vous l'avez observé les uns les autres, Mathilde Giard. Merci de l'avoir évoqué, Patrick, ce mot, la performance, à l'époque, à l'ère de l'homme augmenté, la performance, etc. Est-ce qu'on le sent sur le chemin un petit peu ou pas? Un peu plus qu'avant, peut-être. Je ne sais pas. Chez certains. Et c'est pas grave, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est un défi sportif. C'est-à-dire qu'il y a eu même des trailers. J'avais interviewé quelqu'un qui l'avait fait en trail, en un temps record. Et puis en même temps, je me souviens, j'en reviens, il y a une dizaine de jours, un Belge qui avait commencé à le faire à vélo. Il a trouvé que c'était trop rapide. C'était un vieux rêve de quand il était adolescent. Il avait vu la carte dans une retraite religieuse dans un collège qui débutait de sa ville en Belgique. Et donc là, il l'a fait à pied, à son rythme. Donc il y en a parfois... moi je vais... par exemple, j'avais la fameuse étape entre Aulnay en Saintonge et Saint-Jean-d'Ély, ou bien... Non, Saint-Jean-d'Angély-Sainte, qui fait plus de 30 km. Il fait 32 km. Et donc, il y en a un, moi je vais lever à 3h du matin, je vais le faire. Et il y en a un autre qui était assez marrant. Et moi j'ai repéré une ferme entre deux. Et je les retrouve. La veille, on avait déjà marché ensemble parce qu'on se retrouve toujours. On fait comme une promotion scolaire, on se retrouve on se repère très vite dans le village, à l'autre bout de la rue, et il y a une fraternité qui se crée. Et lui, il prend des raccourcis. On a le chemin, il y a le Madame Dodo, effectivement, avec mais chacun va à son rythme. Pourquoi pas du temps de Compostelle, je sais plus. Quelqu'un me disait
de toute façon, le Jacquet, le pèlerin, lui, il allait au plus rapide, au plus droit. Et c'est rassurant de savoir ça. Voilà, et c'était d'ailleurs le président. Parce que c'était souvent une pénitence et il fallait qu'il s'en acquitte. C'est juste. Oui. Mais sinon, oui, moi, le goût de la performance, bon, c'est quand même minoritaire, je pense. C'est très minoritaire. C'est pas le GR20. Hein. C'est ce que j'appelle la fausse verticalité. Bon, et les records athlétiques, ça m'a toujours laissé un peu indifférent. Or, le chemin, c'est aussi effectivement le bout de chorizo et le verre pris au bistrot du coin, parce qu'à un moment, on s'arrête et puis point, voilà, et on perd peut-être. Enfin, perdre n'est pas le bon mot, mais on gagne peut-être 1 heure à rêvasser, à méditer, à regarder autour de soi, etc. et à faire des rencontres. Mathilde Giard, du coup, vous avez fini ce que vous vouliez évoquer quelque chose parce que j'allais dire, vous conseillez quoi le minimum vital, ce serait quoi pour vous pour faire un chemin de Saint-Jacques qui tient à peu près la route, quoi. Il faut partir à partir de combien de jours, selon vous ? 4 jours, 5 jours, c'est déjà bien ou pas ? 4 jours, c'est déjà très bien. Oui, déjà faire. Je me souviens d'étudiantes qui avaient fait ça à l'un des ponts de mai et qui ont été revenues transformées à tel point ils ont fait tous les ponts de mai et après il y a sa mère qui l'a fait à sa suite plus longtemps. Mais se mettre en jambes pour 4 jours, c'est très très bien. Ouais. Et puis même il y a maintenant, effectivement, on parle de la marche. Patrick écrit sur la marche, mais on peut le faire aussi à vélo. Ça représente seulement 1% des Français a priori, alors que 9% des étrangers qui font le chemin de Saint-Jacques le font à bicyclette. D'ailleurs, on s'aime pas trop. On s'aime pas trop en général entre cyclistes. En tout cas, en Espagne, moi qui ai pratiqué ça il y a quelques années. Ça n'est pas l'esprit du chemin, tout simplement. Hein. C'est Jacques Cloteau, vous êtes d'accord ou pas ? On s'aime pas trop entre pèlerins cyclistes et piétons. Oh, je sais pas. Il y a des gens qui me posent la question, des fois, qui téléphonent et ils me demandent conseil. J'aimerais faire le chemin de Saint-Jacques, mais j'ai pas trop le temps, alors je vais le faire en vélo, comme ça je verrai autant de choses, mais je le ferai plus vite. Et puis, la question que je leur pose, c'est est-ce que par hasard, 2 mois de bonheur dans votre vie, c'est bon ? Voilà, cherchez la réponse à cette question et vous aurez la réponse. La sagesse de Jacques Cloteau. Effectivement. Voilà, on n'est pas là pour faire de l'exploit sportif. C'est un peu l'éloge de la lenteur. Le chemin de Saint-Jacques, oui, ça se pose même pas. Le chemin de Saint-Jacques se fait à pied, à son rythme, selon sa forme physique, selon son âge, tout simplement. Et il n'y a pas besoin d'aller plus vite que l'autre. Du moment qu'on arrive un jour devant la cathédrale avec la banane, ça suffit, on a fait le job, c'est bien. Et seul ou la première fois, est-ce que vous conseillez toujours Jacques Cloteau de le faire ? Enfin, est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous donnez pour un premier chemin de Saint-Jacques ? Est-ce que c'est mieux de le faire seul ou à plusieurs ? On a écrit beaucoup de textes et de bouquins là-dessus. Pour ne pas donner la réponse, il y a des gens qui aiment bien marcher seuls, mais de toute façon, d'ailleurs mes 2 collègues là pourront le dire immédiatement, pourront répondre de la même façon. Sitôt que vous avez quitté le puits, en supposant que vous partiez du Puy-en-Velay, sitôt que vous avez quitté le puits, au premier gîte, vous allez vous arrêter à Montbonnet, vous allez être à la même table avec des gens que vous ne connaissiez pas, mais qui ont la même poussière que vous sur leur godasse. Et vous allez commencer à discuter, puis le lendemain, mais ça se fait tout seul, au petit café, est-ce que ça te dérange, Christine, que je marche avec toi aujourd'hui ? Et l'autre, non, pas du tout. Et puis si à midi avec Christine, ça marche pas du tout, on va aller marcher avec Jean-Marc. Et voilà. Et en fait, si on n'a pas envie de marcher ni avec Jean-Marc ni avec Christine, parce que cet après-midi, on a vraiment envie d'être seul, on va leur dire gentiment, écoute, on se retrouve ce soir, puis là, j'ai envie de marcher seul. Et donc, voilà, la solitude, elle peut être tout le temps ou partagée par petits morceaux. Et le fait de marcher à plusieurs peut être une bonne chose. Et puis, de temps en temps, on peut arrêter de marcher à plusieurs. En fait, voilà, il n'y a pas de conseil à donner. C'est chacun qui doit avoir sa propre liberté et puis décider. Il ne faut jamais oublier que, comme le disait Brassens dans une chanson, au-delà de 4, on est une bande de cons. Donc voilà, ça je l'ai toujours en tête. Donc voilà, limitons-nous à 4. Moi, ça tombe bien. Patrick, ça tombe bien. Moi, j'ai une femme et 2 filles, donc c'est parfait. Et vous marchez tous ensemble ? Ça nous est arrivé. Moi, j'aime beaucoup marcher seul. Je le dis dans mon livre. Ça vous ressource. Mais d'autant que lorsqu'on marche seul, on n'est jamais seul. Et moi, je suis avec ce que je dis au début de mon livre. Je dis le livre à ceux qui marchent à mes côtés et qui soient vivants ou morts, parce que la marche est un exhausteur de mémoire. Et il y a quelque chose de l'ordre de... Moi, je dis, c'est l'épiphanie de la mémoire pour moi. Et il y a un hommage à mon père qui est mort il y a 4 ans maintenant, au début du livre, une marche en Sologne solitaire, où j'étais vraiment avec lui. Donc ça, c'est... Une marche solitaire ne l'est jamais solitaire. Mathilde. Toujours solitaire, je vous ai même pas posé la question à vous. Non, je fais un peu. Ou bien. Vous avez tout fait.
Oui, et c'est vrai que seul, on rencontre immédiatement, on s'ouvre à l'autre et on fait des rencontres fabuleuses. Mais je voudrais revenir sur ce qui est dit sur le fait de marcher à pied, parce que j'évoque aussi notamment. Vous notamment. Pas l'air très contente. Non, je trouvais ça pas très sympa pour les. Et puis bon, moi dans mon guide, je décris des itinéraires à vélo, et notamment un nouvel itinéraire à vélo qui est. Alors c'est ça qui est pas bien, c'est quand les cyclistes et les piétons sont sur le même sentier. Ça peut être un peu stressant parfois, c'est vrai. Mais donc là, voilà, il y a des itinéraires différents, spécial cycliste, et c'est pas uniquement vouloir aller vite à vélo, c'est vouloir se balader et aller à Saint-Jacques. Et ce sont parfois je me souviens à Reims, un groupe de copains, et ils se retrouvent ensemble. Ils ont aussi des moments où ils pédalent seuls. Pourquoi pas ? C'est minoritaire, et d'autant que au Moyen Âge, on y allait en charrette, à cheval, tous les moyens étaient bons. Ou bien même en bateau. Voilà, je trouve qu'il faut pas être aussi c'est de ma faute, pardonnez-moi. Ouais. J'aime bien semer une petite guéguerre quand même à la fin de l'émission, sinon c'est pas drôle. C'est pas du sectarisme. Après, c'est une question d'esprit du chemin. Voilà. Après, soit on respecte l'esprit du chemin, soit on est ailleurs. Oui, voilà, tout est là. Tout est là, voilà, comme ça on retrouve tout le monde. Mathilde. Voilà, la conclusion est bien dite. Jacques. Nous avons chacun notre vérité. Voilà. Exactement. Alors moi, j'aimerais bien juste vous citer, c'est drôle parce que on est quand même sur Radio Notre-Dame, Patrick Tudoré. Déjà, dites-vous, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que les grands marcheurs sont très nombreux. Tout un peuple, devrait-on dire, d'Abraham à Jonas et à Moïse, qui marchent pendant 40 ans dans le désert du Sinaï en quête de la terre promise, le pays de Canaan. Là aussi, tout se fait à pied, à commencer par la traversée de la mer Rouge. Une thèse ne suffirait pas à en relever les occurrences. Ça veut tout dire, la marche est quand même, elle est engrammée, ça fait partie de notre ADN même d'être humain bipède. C'est consubstantiel à l'être humain, puisque l'être humain est l'animal debout, qui a mis des millions d'années à conquérir cette station debout. Et on parlait des jeunes tout à l'heure, de la facilité, de la banalisation des choses. Ouais. La station debout n'est pas une chose acquise définitivement, et je dirais que moralement, elle doit se conquérir chaque jour. Ouais. Il y a trop de gens sur cette terre qui sont malheureusement, qui le veulent ou non d'ailleurs, qui est volontairement ou non, mais qui sont couchés, qui sont un peu allongés dans une posture horizontale, alors que la station debout les attend. Ouais. Et ça me paraît terriblement important. Et ce n'est pas si dramatique que d'être debout finalement. Il se passe des très belles choses aussi quand on est debout. Justement. Et puis être debout, ça nous met devant certaines responsabilités, ce qui n'est pas plus mal. Et bien voilà, pour reprendre les rênes de sa vie aussi, voilà une bonne raison de se mettre en route pour le chemin de Compostelle, vers Compostelle, n'est-ce pas Mathilde Giard, pour terminer? Non, moi, les mots vous manquent. Jacques Plutôt. J'ai coupé la parole à quelqu'un? Non, pas du tout, allez-y. Bon, je vais terminer sur un trait d'humour. Je dirais que si Moïse a mis 40 ans pour traverser le désert de Sinaï, qui est quand même relativement petit, c'est qu'il n'avait pas de miam dodo. C'est vrai. Merci Jacques Leto, merci Patrick Tudoré, merci Mathilde Giard et bon chemin à tout. Buen camino. Buen camino.